express Africa. Come on, let's unite Africa. Let's serve and defend Africa. Yeah, yeah. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes heureux de vous savoir fidèles à notre station de radio 92.1 FM. Vous êtes à présent dans le magazine d'information de Soulabre à Palabre. Mais avant de commencer nos divers programmes d'information et de réflexion, nous voulons nous excuser pour ce silence radio et vous dire merci pour votre patience et tolérance car malheureusement, l'équipe de Soulabre à Palabre n'a pas été épargnée par les difficultés logistiques du passage de Monsieur Coronavirus. Ce dimanche, toute l'équipe de Soulabre à Palabre reprend de service avec vos programmes habituels, mais suivez-nous bien, car la musique sera de mise, sans trop de changements, de petites adaptations, mais ne craignez rien. L'idée est de ne pas vous perturber, car le plus important pour nous, c'est de vous informer, en espérant que vous arriverez à vous détendre durant quelques heures. Avant de laisser la parole à mon collègue pour le quart d'heure académique, j'avais envie de vous faire part d'une petite chronique sur le confinement et vous lire un magnifique texte sur l'importance de ne pas sortir. Car n'attendez pas que cela vous arrive pour comprendre l'importance du confinement. En musique. Rebonjour chers auditeurs et auditrices, c'est Myriam Bayoko pour vous servir bien évidemment. Et nous allons passer à ma chronique, nous allons parler de confinement. Alors je commence. Depuis un moment tout a changé dans notre chère Belgique. Nous n'avons pas le droit de sortir, tout est au ralenti, les écoles sont fermées et les hôpitaux complètement débordés. Et parfois, nous n'avons que comme seul ami nos quatre murs. Si nous avons de la chance, on peut avoir une terrasse, une grande maison, mais également un jardin. Et si nous avons vraiment beaucoup de chance, notre famille est présente et notre réseau fonctionne plutôt bien. On peut presque dire que ce sont des petits inconvénients qui sont totalement vivables, car socialement, nous sommes entourés. Parfois, on peut même compter sur les voisins. L'être humain est formidable quand il veut. Il y a des chaînes d'entraide et de soutien qui fleurissent. On fait des dons aux hôpitaux, on s'inquiète pour son voisin. Les enfants sont à la maison, les parents s'en occupent. On doit jongler entre les devoirs à la maison et le télétravail. On peut appeler son médecin pour avoir des informations et aller à l'hôpital si réellement c'est nécessaire. On peut presque dire que nous arrivons à gérer, même si malheureusement nous n'avons pas beaucoup d'informations. Nous prenons même des initiatives, nous créons nos propres masques, car nous sommes en rupture de stock, étant donné que nos dirigeants sont débordés. Comme la population est courageuse, c'est à elle de trouver des solutions, car avec le recul, coupé dans le budget santé, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais soyons réalistes, ce confinement a plusieurs visages. Celui du visible qui se compte parmi nos morts et qui fait l'effet d'une bombe dans nos médias, tellement il y a des informations qui fusent de partout, et celui des invisibles, ceux qui en souffrent en silence de ce virus, mais qui restent chez eux, car le virus est présent. Mais il ne faut surtout pas gonfler les statistiques. Il y a également ceux qui n'ont pas de famille, qui vivent dans la rue et qui se retrouvent enfermés avec leurs bourreaux, mais comment faire pour les voir et garder une vision optimiste ? Quand nous constatons également que nous sommes arrivés à un point où même nos personnes âgées sont en totale situation de vulnérabilité. J'essaie vraiment de ne pas stresser pour rester la plus objective. Mais parfois c'est difficile, voire même impossible. Car quand cela vous touche de près, on reconsidère tout. Donc mes très chers auditeurs et auditrices, il est important de penser à tout le monde, d'être solidaire, car il est difficile de combattre ce que nous ne voyons pas.
C'est à nous de prendre conscience que le confinement est pour l'instant le seul moyen de lutter contre ce virus qui est bien vicieux, car quand il frappe, il ne laisse pas beaucoup de chance à la vie. Donc prenez soin de vous et restez chez vous. Restez chez vous, très chers auditeurs et auditrices. Et pour terminer, pour vous faire comprendre la dure réalité dans laquelle nous vivons, j'aimerais vous faire lire ce texte d'un témoignage d'un proche qui voulait nous parler de son confinement. Elle voulait nous parler de quoi ? Des invisibles du Covid. Merci pour ton texte. Les invisibles du Covid. Nous sommes le 17 avril. Ça fait 1 mois pile que le confinement a commencé. 1 mois pile que sa fièvre aussi. On faisait des crêpes quand il est venu me dire « Ah, je viens de prendre ma température et je suis à 38,5. » Ah bon ? Pendant 11 jours, sa fièvre n'aura fait que monter. Il se réveillait à 38,9 et s'endormait à 39,3. Tous les jours, sauf le jour où il a pris 2 grammes de Doliprane d'un coup. Mais le doc du 15e arrondissement lui a dit de ne plus jamais refaire ça. Quant à ses forces, elles n'ont fait que s'amenuiser, telle une peau de chagrin. Pendant 11 jours, la dégringolade. Mon mari est un bon vivant. Il rit du matin au soir, comme dans les dessins animés. Par vagues, c'est des « ah !» et des fois, c'est « et là, je n'entendais plus. Et puis, il est si gourmand d'ailleurs. Ça lui vaut bien une bedaine légendaire. Mais là, plus de bedaine. Parce que plus d'appétit. Et plus de vomi chaque jour. Il n'arrivait même pas à tenir sa tête droite. Même pas à marcher. Même pas à parler. En 11 jours, mon mari a laissé la place à un être vide. Vide de ses forces, de ses faiblesses, de ses joies, de ses envies. Vide et chaud. J'étais complètement dépassée. Au lendemain de son 38,5, mercredi 18 mars, nous avions un rendez-vous vidéo avec un médecin de notre quartier qui nous avait consulté 2 semaines auparavant, suite à la toux de notre fille de 2 ans et demi. Laryngite. Mon mec toussait aussi. Un peu, et le docteur l'avait aussi diagnostiqué avec une laryngite, en lui signifiant que les symptômes étaient les mêmes que le Covid, donc à suivre quand même. Par précaution, il avait arrêté. Du coup, quand la fièvre a pointé le bout de son nez, il a changé de visage, le docteur. Allez faire une radio des poumons, monsieur. On s'appelle après vos résultats. À ce moment-là, c'est son 2e jour de fièvre. En vrai, on s'inquiète même pas. Le coronavirus est aux infos. Pas chez nous, naïve, hein. Sa radio montre une suspicion d'infection. Nouveau diagnostic. Bronchite infectieuse. Il faut attendre 2 jours, voir si la fièvre passe. Si elle passe pas, il passera, lui. Sous antibiotiques, hein. Vendredi 20 mars. La fièvre est plus là que jamais. Et mon mari perd ses forces à vue d'œil. On fait alors chambre à part. Par précaution, je dors dans la chambre de ma fille, sur un matelas gonflable. Et lui se repose dans notre chambre, loin de l'énergie bruyante de notre fille Lily. À ce moment-là, je suis encore en télétravail. Je jongle entre prendre soin de mon mari, divertir ma fille, répondre à mes mails, assister à des réunions et tenir un appartement parisien qui n'est pas vraiment fait pour un confinement familial. Courses, ménage, machine à 60 degrés, repas, les larmes que je ne peux pas cacher, car elles coulent. Et puis il y a cette inquiétude qui me ronge de ce bébé qui bouge, que je dois protéger à tout prix. 8 mois de grossesse. Vendredi, c'est aussi le jour où on commence les antibiotiques. Et oui, nous ne pouvons le tester pour savoir si c'est viral ou bactérien. On traite donc les deux. Si c'est bactérien, au moins les antibiotiques agiront. Sauf que leurs effets secondaires ont été catastrophiques. Tous les week-ends. En plus de se taper les symptômes du Covid, à ce stade, vous avez compris. Mon mec a un peu le coronavirus. Il se tape les conséquences d'un traitement de choc qu'il ne supporte pas. Son corps est à 39, sous-alimenté, épuisé, a été littéralement attaqué par ces antibiotiques. Ces antibiotiques qui lui ont fait vomir à tout bout de champ. Entre-temps, il fallait gérer les appels de la famille à Bruxelles, terrorisée, qui me donnait des conseils de grand-mère pour faire baisser la fièvre. J'en ai toute une liste. Oui, prendre un bain chaud, boire un thé au thym, boire un jus de citron à jeun, se frotter avec de l'alcool, mettre du Vicks, à tout va. Comment leur dire sans être alarmiste que rien ne marche. Ça empire chaque jour. Comment gérer les larmes de mon père, les larmes de son père, les angoisses d'une mère. Et là, ça va, qui sont plus ou moins bienveillantes. Par dizaines auxquelles je n'ai aucune réponse. Et ces infos, ces flashs, ces breaking news en pagaille que je regarde assidûment comme pour apaiser mes craintes.
Voilà, je de face. Mon mec a une bronchite infectieuse qui part en couille. Je comprends rien. J'ai jamais vu personne aussi fait là par ma mère après des mois de chimio. Je fais quoi? On fait quoi? On fait quoi? Voilà, très chers auditeurs et auditrices, merci pour ce temps d'écoute. Ce que vous écoutez pour l'instant, c'est Staff Benda Bilili Salakeba et je voulais remercier cette personne qui m'est très chère pour son magnifique témoignage et je passe la relève à mon collègue pour le quart d'heure académique. Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans votre émission Sous l'arbre à palabres. C'est parti maintenant pour un quart d'heure académique. Le quart d'heure académique, comme tous les dimanches, le proverbe du jour est consacré à évidemment l'actualité qui nous occupe depuis plus de 2 mois maintenant. L'actualité du Covid-19, évidemment. Le proverbe s'intitule « Sitôt sorti de maladie, on oublie son médecin ». Sitôt sorti de maladie, on oublie son médecin. Nous les applaudissons tous les soirs à 20h, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel nettoyant et d'autres corps de métier dont le courage et l'exemplarité ne font plus aucun doute en cette période exceptionnelle. Nous aurions dû les applaudir bien avant cette épidémie de Covid-19, mais comme le proverbe l'indique, on avait quelque peu oublié leur importance et surtout l'importance de leur fournir tous les moyens dont ils avaient besoin afin d'alléger leur charge de travail. Ils ont manifesté avant contre des mesures politiques qui nuisent à la santé de nos concitoyens. Et aujourd'hui, comme hier et peut-être demain, ils n'ont pas abandonné leur travail alors même que les politiques les avaient abandonnés, alors même que la majorité de ceux d'entre nous qui applaudissons aujourd'hui les avaient oubliés. Pensons à eux quand le beau temps reviendra avec plus de moyens. On aurait pu éviter ce nombre si important de victimes. Pensons à continuer à applaudir après et à lutter à leur côté après. Ne comptons pas sur la bonne volonté de ceux qui de là-haut nous regardent avec dédain. Et ils et elles ne vivent pas comme nous, ne vivent pas donc pour nous. La morale de l'histoire, n'oublions pas de soutenir le personnel soignant. Nous allons démarrer maintenant avec quelques éphémérides. Nous commençons la semaine avec le 13 avril 1922, la naissance d'un homme politique de taille sur le continent africain, la naissance de Julius Nyerere, qui est un homme politique tanzanien d'ethnie Zanaki. Il est né donc le 13 avril 1922 à Butiama et mort le 14 octobre 1999. Il fut Premier ministre de la Tanzanie de 1960 à 1961, puis président de la République du 29 octobre 1964 au 5 novembre 1985. Surnommé par son peuple le Mwalimu, l'instituteur en Swahili, il fut l'un des principaux représentants du socialisme africain, autrement appelé l'Ujamaa. Nous continuons maintenant avec le 13 avril 1975, l'assassinat cette fois-ci de François Tombalbaye lors d'un coup d'État au Tchad. François Tombalbaye dit Ngarta Tombalbaye, né le 15 juin 1918 à Bessada, et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena, capitale du Tchad. C'est un homme politique donc tchadien. Nous continuons la semaine avec le 14 avril 2014, beaucoup s'en rappellent, les 276 fillettes sont enlevées par Boko Haram au Nigeria. 57 d'entre elles vont réussir à s'échapper presque aussitôt. 21 seront libérées par échange le 14 octobre 2016 en laissant alors 198 toujours otages. Ce kidnapping avait donné lieu à un mouvement international qui va s'appeler donc Bring Back Our Girls. Désolé pour mon accent. Nous continuons la semaine avec le 15 avril 1986, bombardement de la Libye par les États-Unis à la suite d'un attentat dans une discothèque de Berlin-Ouest. L'opération El Dorado Canyon est une opération militaire américaine de bombardement menée donc par l'US Air Force, l'US Navy
et les Marine Corps contre la Jamaria arabe libyenne du colonel Kadhafi le 15 avril donc 1986, aussi appelé autrement bombardement de la Libye par les États-Unis. Elle est menée en représailles de l'attentat à la bombe 10 jours avant d'une discothèque de Berlin-Ouest. Berlin-Ouest, évidemment, ici nous sommes en plein contexte de guerre froide. Nous continuons avec le 15 avril 1999. Abdelaziz Bouteflika est élu 7e président de l'Algérie indépendante. Abdelaziz Bouteflika, né le 2 mars 1937 à Oujda, est un homme d'État algérien. Il est président de la République algérienne démocratique et populaire du 27 avril 1999 au 2 avril 2019. Continuons la semaine avec le 18 avril. Le 18 avril 1918, la condamnation du tirailleur Sékou Cissé à la peine de déportation perpétuelle par le Conseil de guerre de Dakar qui invoque la sûreté de l'État. Cissé meurt en 1933 dans le bagne de la Nouvelle-Calédonie, y étant le dernier détenu. Rapatrié au Sénégal en 1917 après blessure au combat au Maroc, le tirailleur sénégalais Sékou Cissé est maintenu de force à Dakar. Originaire du Soudan français, le jeune tirailleur est contraint de rester au Sénégal malgré son désir ardent de revoir sa famille qu'il n'a pas revue depuis son recrutement dans le 4e régiment de tirailleurs sénégalais en 1914. Sa révolte contre cette décision injuste lui vaudra une déportation en Nouvelle-Calédonie le 18 avril 1918. Au lieu de lui décerner des honneurs pour services rendus, Sékou Cissé est traité comme un malpropre par les autorités militaires françaises. Son crime, vouloir rejoindre sa famille installée au Soudan français après s'être engagé dans les batailles au Maroc et aux Dardanelles, batailles au cours desquelles il fut grièvement blessé. Les autorités militaires restent insensibles à sa situation et pensant que le tirailleur sénégalais peut toujours servir, refusent systématiquement de le laisser partir comme il le souhaite. Avant sa déportation, Sékou paye très cher son opiniâtreté et son insistance pour retourner au Bercail. Il sera d'abord arrêté à Dakar en octobre 1917 et le Conseil de guerre le condamne pour complot contre la sûreté de l'État et incitation à la guerre civile. Au sortir de son procès, il sera retenu que Sékou Cissé doit purger une peine de déportation à perpétuité en Nouvelle-Calédonie, loin de sa famille qu'il ne reverra plus jamais. Malgré le soutien des associations anticolonialistes qui exigent sa libération, Sékou Cissé quittera Dakar le 18 avril 1918 pour le bagne en Nouvelle-Calédonie où il décède en 1933. Nous continuons maintenant avec le 18 avril 1980. Canaan Sondindo Banana devient le premier président de la République du Zimbabwe, jusqu'alors Rhodésie du Sud. Né le 5 mars 1936 et mort le 10 novembre 2003, il est un pasteur méthodiste et homme d'État de Rhodésie du Sud puis du Zimbabwe. Il a été le premier président de l'État du Zimbabwe, fonction honorifique de son indépendance le 18 avril 1980 jusqu'au 31 décembre 1996. Son premier ministre, alors Robert Mugabe, lui succéda. Le fameux Robert Mugabe, paix à son âme. Voilà qui close ce quart d'heure académique de ce dimanche 19 avril. Nous nous reverrons le dimanche prochain avec d'autres proverbes et d'autres éphémérides. En attendant, d'ici là, profitez de cette belle émission qui vous sera présentée aujourd'hui par nos différents collègues et mes différents collègues de Sous l'arbre à palabres. Et on se revoit tout à l'heure avec le Phonio du jour qui sera consacré aux afrodescendants et afrodescendantes face au Covid-19 en Belgique. Et nous allons particulièrement nous intéresser aux infirmiers, infirmières, aux médecins, au personnel soignant en général. Nous avons recueilli pour vous quelques témoignages que nous allons passer dans ce Phonio du jour et nous espérons que vous allez apprécier ces témoignages. À tout à l'heure.